Vous avez sans doute déjà entendu parler de la reconnaissance faciale. C'est une technologie qui permet, avec un logiciel, de reconnaître une personne grâce à son visage de façon automatique. Une technologie qui fait beaucoup parler, qui est notamment utilisée aux États-Unis. Et ça renforce notamment la méthode raciste de contrôle et de fouille, notamment dans la ville de New York. Alors on va en parler aujourd'hui donc avec Marie Hochard d'Amnesty International. Bonjour Marie. Bonjour. Alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde dans un premier temps. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu le contexte? J'en ai brièvement parlé, mais dites-nous en plus sur le fonctionnement de cette reconnaissance faciale. Quel est le but de cette technologie? Alors le fonctionnement, c'est l'installation dans des quartiers, dans des zones urbaines essentiellement, de centaines de caméras qui sont reliées, donc des caméras qui sont reliées à des fichiers biométriques des personnes et aussi à des fichiers sur ce que font les personnes, etc., leurs activités et autres. Donc la question, c'est qui utilise... D'abord, la première question, c'est est-ce que les personnes acceptent ou non, ont donné leur accord pour être fichées biométriquement, c'est-à-dire avec un système particulier de reconnaissance faciale. C'est pas seulement une photo, c'est pas de la vidéosurveillance, ça va beaucoup plus loin. Et est-ce qu'elles sont d'accord pour que leurs données personnelles sur leur smartphone ou leurs allées et venues, etc., soient utilisées par soit des sociétés privées, soit par l'État, etc. Donc dans la plupart des cas, il n'y a pas d'accord pour ça, et on ne sait pas exactement qui utilise les fichiers et à quelle fin. C'est le gros problème. Donc effectivement, vous disiez par rapport à New York, par exemple, nous avons prouvé, donc je vais dire un petit peu comment on s'y est pris. Donc c'est une campagne qui s'appelle Ban the Scan, qui a été menée pendant 1 an sur 2 villes, qui sont New York, enfin certains États de New York, et une ville en Inde qui s'appelle Hyderabad. On y reviendra sur cette ville un peu plus tard. Ok, donc à New York, nous avons fait appel à des milliers de bénévoles, numériquement, qui ont cartographié 25 500 caméras de vidéosurveillance. Puis Amnesty a travaillé avec des scientifiques pour comparer ces données avec les statistiques démographiques et relatives au contrôle d'identité et aux fouilles pratiquées déjà par la police. Et les résultats, c'est que dans 3 quartiers de New York, le Bronx, Brooklyn et le Queens, plus la population d'habitants non blancs est importante, plus la concentration de caméras de vidéosurveillance compatibles avec la reconnaissance faciale est élevée. Donc ça voudrait dire que ça renforce les contrôles racistes d'un côté ? C'est tout à fait avéré. Donc ça veut dire que déjà la police aux États-Unis, on sait, elle a des tendances un peu racistes, mais là ça renforce leur méthode raciste de contrôle, de fouille et d'arrestation. Ça amplifie la discrimination à l'égard des minorités. Donc c'est tout à fait grave et ça veut dire que les personnes qui vivent dans ces quartiers risquent beaucoup plus d'être contrôlées et arrêtées sans qu'il y ait forcément Enfin, il peut y avoir des erreurs. Je voulais juste citer aussi une expérience qui a été faite justement au Congrès américain. On a testé justement ces logiciels de reconnaissance faciale. Et il est sur des personnes de couleur, des sénateurs ou des députés de couleur, et la marge d'erreur est de 25 à 30%. C'est-à-dire ces personnes de couleur, si on mettait en relation avec des logiciels, avec des fichiers, 25 à 30% de ces députés ou sénateurs étaient suspects, alors que c'était pas vrai. Donc ça les a beaucoup choqués au niveau des parlementaires américains. Donc ça les a amenés un peu à réfléchir, disons. Cette technologie, justement, elle ne répond pas du tout aux règles de droit international en matière de vidéosurveillance. Pourquoi ? Parce que d'une part, on ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord pour figurer sur les fichiers, pour qu'on prenne en photo. Si on prend le cas de Hyderabad, par exemple, la police indienne prenait en photo, demandait aux gens pendant la pandémie d'enlever leur masque, les prenait en photo sans leur demander, sans leur dire pourquoi. Et il y a un manque d'accord total, on ne demande pas l'avis des gens pour être sur les fichiers, etc., ou pour être photographiés de cette façon. Et bien évidemment, le recoupement d'un certain nombre de données fait qu'on peut se retrouver suspect du jour au lendemain parce qu'on a fréquenté tel lieu, parce que, etc. Et on ne contrôle pas ce qui est fait de ça, et par la police, et par les États, et par les sociétés privées qui peuvent vendre ces fichiers, les fichiers que nous leur fournissons sur nos smartphones et autres. Alors justement, concrètement, qui utilise cette reconnaissance faciale et comment ? Est-ce que la France, par exemple, l'utilise ? Alors la France fait des expérimentations qui, fort heureusement, commencent à être encadrées, disons, notamment dans le cadre de la réglementation générale des données personnelles, la RGPD, qui est une réglementation européenne, et que la France a, on pourrait dire, initiée, notamment sous l'impulsion de la CNIL. Effectivement, on commence à se poser des questions et à faire attention. Mais il y a des expérimentations à Nice, notamment, à la suite de l'attentat qu'il y a eu
pendant l'été, en 2018, je crois. Donc, le maire a fait venir une société pour installer expérimentalement, avec l'accord des personnes. On l'expérimente, il a été expérimenté cette technologie dans 2 lycées, ça nous inquiète beaucoup aussi, à Valenciennes, et il y a des expérimentations qui sont mises en place avec l'accord des personnes pour l'instant. Mais disons qu'il y a une vigilance de la part Ça amène quand même à réfléchir malgré tout. Cette technologie, donc, elle est beaucoup utilisée à New York, on l'a dit, mais j'aimerais qu'on parle aussi du cas d'une ville en Inde, la ville d'Hyderabad, si j'ai bien prononcé. C'est l'une des plus surveillées au monde. Comment ça se fait? Quel est le contexte dans cette ville en Inde? Je pense qu'il y a des intérêts privés. C'est une ville de 3 500 000 habitants, et notre programme donc, de Ban the Scan, donc, portait aussi sur cette ville. Là aussi, nous avons utilisé sollicité des bénévoles locaux qui ont cartographié les emplacements des caméras extérieures visibles dans 2 quartiers, et il s'avère que les gens qui vivent dans ces quartiers ont 60% de chance, de risque d'être vidéosurveillés, surveillés par la reconnaissance faciale. Et donc on a vu que les policiers agissaient de façon tout à fait sans tenir compte de la vie des gens, les photographiaient, etc. La loi indienne stipule pourtant qu'on ne peut pas identifier des personnes si ce ne sont pas des personnes en prison ou arrêtées pour un délit. Le fait d'identifier comme ça des gens sans leur dire à quoi ça sert, c'est tout à fait illégal. Ça touche aussi la liberté de circulation, on peut dire ça ? Tout à fait, bien sûr. La liberté de manifester, si c'est utilisé... n'importe où, je veux dire, si quelqu'un est repéré parce qu'il manifeste et que du coup il est suspect, entre guillemets, c'est-à-dire l'a priori, puisque c'est utilisé beaucoup pour soi-disant la sécurité, le terrorisme, etc., c'est que ça fait de tout individu un suspect potentiel, puisqu'il est fiché, puisqu'on va regarder ses déplacements, etc., qui il fréquente, éventuellement les livres qu'il lit, où est-ce qu'il va acheter des livres, etc. Enfin, ça peut aller très très loin. C'est une atteinte grave à la vie privée aussi, qui vient chez vous, qui vous recevez chez vous, parce qu'il y a des endroits, par exemple en Chine, où il y a des installations de ce type à l'entrée des immeubles, sans que les gens soient forcément d'accord, mais tout d'un coup ils se retrouvent, ils ne peuvent plus rentrer dans leur immeuble, et du coup on va regarder aussi qui rentre chez eux, qui ils fréquentent, et c'est toute la vie privée aussi qui est en question. Les gouvernements disent que justement c'est pour notre protection, pour lutter contre le terrorisme, etc. Donc quand on entend leurs arguments en soi sur le papier, ça peut nous mettre en confiance, on peut dire oui, c'est très bien, mais justement, est-ce qu'ils nous disent tout sur le sujet ? Non, on se rend compte par exemple que les Ouïghours sont hyper surveillés de cette façon, et arrêtés, torturés, etc. Je veux dire, nous avons vendu nous-mêmes, l'Europe, la France, la Suède et les Pays-Bas ont des sociétés que je ne nommerai pas, mais qui ont vendu il y a quelques années déjà à des responsables chinois toute l'installation de reconnaissance faciale qui est utilisée pour brimer, enfermer, etc., les Ouïghours. Donc, on a beau par ailleurs dire oui, on dénonce ce qui se passe là-bas, mais nous sommes nous-mêmes vendeurs de ces technologies qui permettent de les discriminer gravement. Ça peut aller, on peut même parler de crimes contre l'humanité, nous en parlons à propos. Finalement, est-ce que le problème, ça serait pas surtout le manque de transparence des États et même des entreprises qui fournissent tout ça ? Alors, des réglementations commencent à apparaître, la Commission européenne se pose des questions par rapport à ça. On peut dire aussi qu'il y a une résistance des citoyens. Il y a des villes, par exemple, comme San Francisco, Berkeley aux États-Unis, dont la municipalité a décidé de ne jamais utiliser cette reconnaissance faciale. C'est important. Ce qui peut être rassurant. J'aimerais qu'on aborde du coup les recommandations d'Amnesty sur le sujet. Il nous reste une bonne minute. Nous allons loin. Nous disons stop non, il faut arrêter la technologie de reconnaissance faciale. Donc il y a une pétition que nous adressons aux représentants des États de l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme. Et l'intitulé de la pétition, c'est « La reconnaissance faciale dans nos villes, c'est non ». Donc nous demandons que toutes ces technologies ne soient plus vendues du tout dans le monde entier. Dans le monde entier ? Voilà, tout à fait. Donc nous l'adressons à l'Assemblée générale des Nations unies parce que ça pose trop de problèmes. Il y a trop peu de contrôle de qui vend, qui achète, qui utilise, c'est-à-dire une société qui vend ces technologies ne s'engage à rien, l'acheteur ne s'engage à rien, le vendeur non plus, pour contrôler ce qui peut être fait de cette technologie. Donc c'est tout le problème de la responsabilité sociale des entreprises qui, dans ce domaine-là, ne s'applique
très peu ou pas du tout, et que ça génère en plus, c'est un marché faramineux au niveau économique, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait... Donc il faut commencer par les entreprises dans un premier temps ? Non, les États doivent être les premiers, les institutions internationales à interdire ces On peut retrouver un tas d'informations et donc vos pétitions aussi sur votre site internet amnesty.fr. Merci beaucoup Marie Hochard d'avoir parlé de ce sujet avec nous. Et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio-vidéo sur votre site internet et application Radio Sensation.